Bonjour mes chers amis et bienvenue à une autre rediffusion de votre cours d'histoire de la journée. Alors nous sommes rendus au cours 3. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, la bienvenue à notre cours. Donc c'est ça, le cours d'aujourd'hui, c'est les principaux affrontements de la guerre de la conquête. Donc nous sommes directement dans la guerre de la conquête. OK? Donc, affrontement de 1754 à 1757, vous allez remarquer que la guerre de la conquête commence avant la guerre de 7 ans. C'est la toute première fois qu'une guerre coloniale va provoquer une guerre en Europe. Donc, c'est les colonies qui lancent les hostilités en Europe. Donc, on prend ça en note, les principaux affrontements, 1754 à 1757. On commence. Donc, les Français, c'est juste un rappel, vont se battre sur deux fronts. D'abord, il y a le front continental. Quand je dis continental, ça veut dire sur le continent, sur la Terre. OK? Donc, voilà. Et puis, ils vont se battre également sur le front atlantique, le front du golfe du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, donc de tout l'entrée jusqu'au Grand Lac. Cet important fleuve dont nous sommes une île à Montréal, les Grands Lacs et bien sûr le bassin versant, si tu veux, du Mississippi qui te donne le contrôle de tout le continent ou tout le centre du continent en tout cas. Et donc sur deux fronts. Avec leurs alliés autochtones, les Français vont remporter plusieurs victoires au début. Ça va être très encourageant pour les Français au début parce qu'ils remportent des victoires au Grand Lac. Okay, donc, voilà, des belles victoires. Bravo les Français. Ils défendent bien leur continent. Sur la terre, grâce à la stratégie de la petite guerre, les Français sont extrêmement efficaces. Mais, ils perdent leur part de mer en Acadie. Okay? Hey, c'est pas le fun, c'est la mort pour eux. Oh! Okay. Donc, voilà, sur deux fronts. Le front de la mer, les Britanniques dominent les mers. Sur la terre, les Français ont un certain avantage. Okay? Maintenant, je vais vous parler d'un drame. Un drame canadien, dont c'est encore d'actualité parce que les Acadiens, lorsque vous allez aller en Acadie ou au Nouveau-Brunswick, vont vous en parler. Si vous allez là-bas, c'est un sujet très d'actualité. Ils appellent ça le grand dérangement, c'est la déportation des Acadiens. Okay? Quand les Anglais vont prendre l'Acadie, ils vont se dire, les Anglais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Français-là, qui sont de type acadien, pas canadiens, ils sont acadiens. Eh bien, ils disent, jamais on va réussir à les assimiler. Fait qu'on se questionne sur leur loyauté. Est-ce qu'on est capable d'en faire des Anglais? Fait qu'on se questionne, vont-ils être loyaux ou pas? OK? Pour s'assurer de leur loyauté, on va leur demander de jurer fidélité à l'Angleterre. Là, je le sais ce que vous dites, 2021, 2022. Nous, on pourrait signer n'importe quel contrat, puis on n'a pas beaucoup d'honneur au sens 18e siècle du terme. On signerait, puis on s'en fout, on ferait notre vie. Mais eux, ils sont pas comme ça. C'est des gens honorables. C'est des gens qui ont très, très peur du jugement des dieux ou du dieu. Donc, ils veulent pas mentir. On leur demande de signer un contrat qui dit, moi, on va ici, certified de Pierre Béliveau, un Acadien, blablabla, bla, 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 je jure allégeance à l'Angleterre. Voici on a le texte en vieux français. Moi, je promets sincèrement et jure que je veux rester fidèle et tenir une véritable allégeance à Sa Majesté le roi George, tant que je serai à l'Acadie et Nouvelle-Écosse, et qu'il me sera permis de me retirer là où je jugerai à propos. OK, bref, c'est en vieux français. Okay, donc, c'est le français royal, qui ressemble à du français très québécois de la campagne, mais non, en fait, c'est du français de Louis XIV. Donc, c'est ça. OK? Et puis, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça dure quand même 12 minutes. Vous allez l'avoir vu en classe. Vous pouvez le sauter dans cette vidéo-là si vous voulez. Mais je vais quand même vous présenter la vidéo qui suit sur la déportation des Acadiens. Okay?
L'Acadie tient son nom du jardin des dieux de la mythologie grecque. C'est ici que sont les plus belles terres d'Amérique. Si fertiles qu'il n'y eut jamais parmi les Acadiens d'épidémies de scorbut, de typhus ou de choléra. Mais ils vivaient sur une faille continentale, à la frontière des colonies de deux grandes puissances qui se vouaient une haine meurtrière. L'Acadie a été échangée entre la France et l'Angleterre au moins 6 fois en moins de 100 ans, si souvent que les traités la nomment Acadie ou Nouvelle-Écosse, comme s'il s'agissait d'un seul nom. Lorsqu'en 1713, la France cède définitivement l'Acadie à l'Angleterre, il n'y avait que 2000 Français, de paisibles agriculteurs. On leur accorde 1 an pour déménager. La majorité des Acadiens décident de rester sur leur terre. Les Anglais exigent un serment de fidélité au roi. Les Acadiens tergiversent, puis refusent. Un délégué de Beaubassin explique pourquoi au gouverneur d'Annapolis royal. Chaque fois que nos ancêtres ont été sous la domination anglaise, on n'a jamais exigé d'eux de pareils serments. Cinq ans après la cession, le gouverneur Richard Phillips écrit à Londres. Ils ne prêteront pas le serment d'allégeance, pas plus qu'ils ne quitteront le pays. Après avoir cédé Terre-Neuve et l'Acadie à l'Angleterre, la France décide de consolider sa seule possession sur la côte atlantique, l'île Royale. En 1720, elle y construit une énorme forteresse militaire, Louisbourg. En quelques années, Louisbourg devient le centre de la pêche et du commerce français en Amérique et la hantise des autorités de Boston. En 15 ans, la petite population française d'Acadie a doublé. Ils sont maintenant 4000. Leur fidélité à la couronne anglaise est maintenant devenue essentielle. Phillips décide d'obtenir le serment tant exigé. Il leur promet qu'ils seront dispensés de porter les armes. Phillips n'en dira pas un mot à ses supérieurs à Londres et cette promesse ne fait pas partie du serment. Je promets et jure sincèrement en foi de chrétien. L'astuce de Phillips réussit. Le notaire, Alexandre Bourg-Bellumeur, était témoin. Sa Majesté le roi Georges II. Nous certifions que son Excellence le Seigneur Richard Phillips a promis aux habitants des mines qu'il les exempte du devoir des armes et de la guerre contre les Français et les sauvages, et que les 10 Français se sont engagés et ont promis de ne jamais prendre les armes contre le royaume d'Angleterre. Phillips écrit à Londres qu'il a obtenu l'entière soumission des gens qui s'obstinaient depuis si longtemps. Les Acadiens, eux, croient avoir trouvé le moyen de sauvegarder leur religion et leur langue. Dès 1730, les Anglais appelaient les Acadiens les neutres ou neutres français. Mais le compromis de Phillips allait avoir des conséquences affreuses. En 1755, un vent de haine souffle sur l'Amérique et l'Acadie est au centre de la tourmente. Louisbourg était devenu une telle menace à la suprématie commerciale et à la sécurité de Boston que 10 ans auparavant, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, et une armée coloniale s'en étaient emparés. 3 ans plus tard, à la consternation de ces colonies américaines, l'Angleterre remet Louisbourg à la France. La rage de Shirley contre les Français est sans borne.
et elle vise d'abord les Acadiens. La province de la Nouvelle-Écosse ne sera jamais hors de danger tant que les Acadiens y seront tolérés. Si j'avais une armée, je marcherais sur les mines et sur Grand Pré. Je détruirais les digues, je dévasterais la campagne, je noierais ce nid de vipères. En 1749, les Anglais ont construit leur propre forteresse, Halifax. Les Français incitaient les Indiens Micmac à harceler les Anglais. Le conflit est inévitable. À l'été de 1755, le correspondant du New York Gazette écrit d'Halifax. Nous formons le noble et grand projet de sortir les neutres français de cette province, car ils ont toujours été secrètement nos ennemis. Si nous réussissons à les expulser, ce serait une des plus grandes choses que les Anglais auront accomplies en Amérique. Car, selon tous, cette partie du pays qu'ils possèdent compte parmi les plus belles terres du monde. On pourrait y installer des bons fermiers anglais à leur place. Le nouveau gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, exige des Acadiens un nouveau serment, cette fois sans réserve. Les Acadiens invoquent la promesse faite 25 ans plus tôt par Richard Phillips. Nos pères, ayant prêté pour eux-mêmes et pour nous un serment de fidélité qui a été approuvé plusieurs fois au nom du roi, nous ne commettrons jamais l'inconstance de prêter un serment qui change tant soit peu les conditions et privilèges qui nous ont été accordés par nos pères et nos souverains dans le passé. Le 11 août 1755, Lawrence écrit au lieutenant-colonel John Winslow, commandant le détachement du Massachusetts à Grand Pré. Vous devrez avoir recours aux moyens les plus sûrs pour rassembler les habitants et les embarquer. Et vous servir de la ruse ou de la force, selon les circonstances. Je désire surtout que vous ne teniez aucun compte des supplications et des pétitions que vous adresseront les habitants. J'ordonne à tous les habitants, y compris les vieillards, les jeunes gens, ainsi que ceux âgés de 10 ans, de se réunir à l'église de Grand Pré le vendredi 5 courant à 3 heures de l'après-midi. Le devoir que j'ai maintenant à remplir, bien qu'impérieux, est très désagréable à ma nature et à mon tempérament, comme il vous le sera à vous-même, qui êtes de la même espèce que moi. Vos terres et vos maisons, votre bétail et vos troupeaux sont confisqués, avec tous vos autres effets, excepté votre argent et vos objets de ménage, et que vous allez être vous-même transportés hors de cette province. Non! Vous n'avez pas le droit! L'Acadie était britannique depuis 42 ans. Presque tous ces gens étaient nés sujets britanniques. John Thomas, un médecin avec les troupes de Winslow, tient un journal méticuleusement détaillé de cet automne de 1755. 2 septembre, temps agréable. Le lieutenant John Endicott et ses hommes ont brûlé un village à un endroit nommé Petitjack. 18 septembre, tempête de vent, beaucoup de pluie et de neige. Le major Pribble et ses hommes de retour, ayant brûlé 200 maisons et granges. Il y avait en Acadie, à l'été de 1755, 12 000 Acadiens d'origine française. Cette année-là, 7 000 ont été expatriés. La déportation durera 5 ans et en tout, plus de 10 000 Acadiens seront exilés. On a commencé à embarquer les habitants. Les femmes très affligées portaient leurs nouveau-nés dans leurs bras et d'autres traînaient dans des charrettes leurs parents infirmes et leurs effets.
En somme, ce fut une scène où la confusion se mêlait au désespoir et à la désolation. La majorité des Acadiens sont déportés vers les colonies américaines. On n'en veut pas. Jean Labordor et sa famille de 7 enfants se retrouvent à Salem, au Massachusetts. On est tous là, ensemble, en plein hiver, sans vivre et sans feu dans une maison qui n'a ni toit ni porte. Quand il mouille, il faut changer le lit de place. Quand je me suis plaint au Selectman que la maison était inondée, que tout est flotté, il m'a répondu de me construire un bateau et de naviguer dans la maison. Un tiers des Acadiens vont mourir de typhoïde, petite vérole ou fièvre jaune. Un tiers vont s'établir en Louisiane. Les autres sont dispersés en France, en Angleterre, dans les colonies américaines, aux Antilles. Lorsque la déportation cessera, il ne restera en Acadie que 165 familles françaises, moins de 1000 personnes. En 1756, le vent de guerre qui souffle sur l'Amérique va devenir un ouragan. Donc, comme vous avez vu, les Acadiens vont refuser ce serment-là. Okay? Et ça va mener à, bien sûr, on prend ça en note s'il vous plaît, la solution des Anglais, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est la déportation. La déportation des Acadiens est, pour les Acadiens, quelque chose de terrible. Puis il y a plein d'Acadiens qui, à travers leur vie, vont marcher parfois de, par exemple, la Géorgie, la Caroline du Sud, le sud des États-Unis, pour retourner dans leur Acadie qu'ils aiment tant. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, invasion de 1758 à 1760. C'est le nouveau... une nouvelle section. Okay. Donc, en 1758, les Britanniques reçoivent leur renfort d'Angleterre. Donc, ils ont beaucoup plus d'effectifs avec lesquels ils peuvent jouer. Okay. Très content de recevoir ces bateaux de guerre-là, tout fraîchement construits d'Angleterre, avec une force de frappe terrible. Okay. Ils mettent en place un plan d'invasion. Ils se rendent compte maintenant que les Français sur la terre sont durs à battre. Il faut que les Anglais changent leur stratégie. Okay. Sur la terre, il faut qu'ils arrêtent de faire une guerre propre en rangée. Okay. Et maintenant, il faut que Montréal et Québec et Trois-Rivières arrêtent de se faire ravitailler par la mer. Il faut qu'on arrête que la France amène des trucs pour aider les colonies. Fait que leur plan, c'est de leur barrer la route. Si on leur barre la route, ici, on leur coupe l'accès à la mer, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est bloquer le fleuve, donc prendre potentiellement un port de mer ici pour pouvoir bloquer. Alors, on regarde 1758. En juillet 1758, les Français repoussent 16 000 Anglais à Fort-Carillon. Good job, les Français. Formidable. Okay? Mais, fin juillet, les Français prennent Louisbourg. Oh!
Donc l'Acadie était déjà prise. Maintenant, Louisbourg est prise. L'accès au fleuve est coupé. En Nouvelle-France, c'est la panique, mes amis. Que va-t-on faire? Louisbourg a été pris. L'Acadie est pris. La prise de Louisbourg est un véritable drame, mes amis. Le ravitaillement pour Québec et Montréal est coupé. Louisbourg est pris. Miskin, la Nouvelle-France. Parce que l'accès au fleuve, le ravitaillement est maintenant coupé. Est-il temps, mes amis, de peser sur le bouton panique? Oh oui. Là, vous me connaissez, guys. Vous savez que je vais peser encore sur le bouton panique. Normalement, je lèverais le son pour que ça soit plus fort encore. Parce que vous savez que j'ai tendance à exagérer. C'est bon. Siège de Québec, juin 1759. Le 6 juin 1759, les Britanniques débarquent à Québec. Là, guys, roulement de tambour parce que c'est la fameuse guerre de la conquête qui se déploie devant vos yeux, mes amis. Ils arrivent avec 186 bateaux, 49 bateaux de guerre. Je ne sais pas si ça vous donne une idée à quoi ça ressemble, 186 bateaux, dont 49 de guerre, devant Québec. Il commence à manquer de place sur l'eau, là. Ils ont 2000 canons, 13 000 marins, 9 000 soldats pour la ville de Québec. Juste pour vous dire, les amis, aujourd'hui, Québec tomberait avec des... Tu sais, comme Québec, c'est quoi, 500, 600 000 personnes aujourd'hui? C'était peut-être quoi, 50 000 à l'époque? Aujourd'hui, Québec capitulerait avec ces chiffres-là. OK? Guys, ils arrivent comme des boss. Ils savent que maintenant, that's it. Fini. Mais Québec va quand même résister 2 mois. Québec va résister pendant 2 mois avec des Anglais qui sont sur le fleuve, qui coupent tout ravitaillement possible. Okay? Pendant le siège de 2 mois, pour convaincre les gens à l'intérieur de la ville de Québec d'ouvrir la ville, parce qu'un siège, c'est quoi? C'est que tu es autour de la ville et tu attends que les gens dans la ville te permettent de rentrer. En attendant, un siège comme un banc, tu t'assois, puis t'attends, tu les étouffes jusqu'à temps qu'ils ouvrent les portes. Okay? Durant ce temps, pendant le siège, pendant 2 mois, les Britanniques brûlent les terres. Ils pillent, ils volent les villages autour. Ils détruisent les villages autochtones autour de Québec. Ils bombardent les murs de Québec. Ça, c'est pendant 2 mois. Là. La place Royale à Québec ressemblait à ceci à cause des bombardements. La place Royale, vous la connaissez. Vous avez déjà vu des photos de ça en géographie de secondaire 1, probablement, et, etc. Okay? C'est la place Royale. Donc, 2 généraux s'affrontent. Monsieur James Wolfe, l'anglais, et Monsieur Louis-Joseph de Montcalm, le français. Les 2 généraux vont s'affronter durant la guerre. Okay? Durant une bataille qui est fameusement appelée les batailles de la plaine d'Abraham. Pourquoi ça s'appelle la plaine d'Abraham? C'est parce que là où ils vont se battre, c'était le terrain agricole d'un dude qui s'appelait Monsieur Abraham. C'est tout simplement ça la raison. Donc les plaines d'Abraham, James Wolfe, Louis-Joseph de Montcalm, l'anglais et le français s'affrontent, et pour terminer tout ce cours, cette explication, j'ai une petite vidéo pour vous. Québec ne rend pas les armes après plusieurs mois de siège. M. Wolfe doit changer de stratégie, et cette vidéo-là vous amène tout la fin de la guerre. Je trouvais que c'était mieux la vidéo que ce que je pouvais faire en PowerPoint. Okay? Donc, je vous en prie, guys, écoutez la vidéo, et on se revoit quelques secondes après.
Bonjour et bienvenue sur le site de la vidéo de MPO Enterprise sur la bataille des plaines d'Abraham. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Après la capture de Louisbourg en Nouvelle-Écosse, le général britannique Wolfe et ses troupes se dirigent vers la ville de Québec. Les Britanniques attaquent d'abord l'île d'Orléans, la seule zone privée de protection dans la région de Québec. Les Français, avertis de la présence des Anglais, envoient des brûlots pour tenter de détruire la flotte britannique. La stratégie ne réussit pas, car les Anglais interceptent et neutralisent les bateaux français avant leur arrivée. Wolfe en arrive à la conclusion qu'il lui serait facile d'attaquer Québec par la rive sud, à Lévis, qui n'est pas fortement protégée. De là, il pourra bombarder Québec dans l'espoir d'inciter une confrontation avec Montcalm. La ruse ne réussit pas, car Montcalm refuse de quitter la citadelle et la protection de ses murs. Wolfe attaque donc les Français près des chutes Montmorency à Beauport. La tentative est un échec total pour les Britanniques, mais Wolfe n'abandonne pas ses plans. Le 13 septembre 1759, sur de petits bateaux au milieu de la nuit, et le groupe se laisse porter par le courant jusqu'aux falaises abruptes et peu protégées par les troupes de Montcalm. Les Britanniques arrivent ainsi à L'Anse-au-Foulon dans le calme, sans être aperçus ou attaqués. Le sentinelle français, attendant quelqu'un d'autre, demande « Qui vive ?» Le soldat britannique, Donald MacDonald, répond dans un français impeccable « Français !» Et le tour est joué. Les soldats de Wolfe escaladent la falaise sans opposition et capturent ainsi la position des Français. L'escalade des troupes se poursuit toute la nuit et le lendemain matin, les Britanniques font face à la ville de Québec depuis ce qui est désormais les plaines d'Abraham. À l'époque, le terrain était un champ appartenant au fermier Abraham. Alors que les Britanniques préparent leur attaque, un Écossais accourt vers le général Montcalm pour l'avertir de la présence de l'armée anglaise sur les plaines d'Abraham. Montcalm croit initialement que le soldat est ivre, mais en arrive éventuellement à l'évidence. Les Britanniques y sont bel et bien installés et il doit les affronter avec son armée. Les soldats de Montcalm étant à Beauport, près des chutes Montmorency, il envoie donc un message exigeant le déplacement rapide de son armée vers les plaines d'Abraham. À leur arrivée, les troupes voient la longue lignée de soldats britanniques qui s'étend sur plus d'1,5 km et sur toute la largeur des plaines. Les hommes de Montcalm commencent à tirer à environ 120 mètres des troupes anglaises. Vu la longue distance qui les sépare, les tirs sont inutiles et les Anglais demeurent en place jusqu'à l'arrivée des Français à quelques 40 mètres de leur ligne. C'est à ce moment seulement que les Britanniques déclenchent une première attaque, suivie d'une deuxième qui immobilise les Français. Ces derniers battent en retraite jusqu'à Beauport. C'est au cours de cette brève escarmouche que Wolfe est blessé et meurt sur le champ de bataille. Montcalm est également atteint et décède le lendemain à Québec. Les Britanniques assiègent maintenant Québec et quelques jours plus tard, le 18 septembre, le commandant français se rend aux Britanniques. Voilà comment Wolfe a remporté la bataille sur les plaines d'Abraham. Nous espérons que vous avez apprécié cette courte présentation sur la bataille des plaines d'Abraham. Alors, la petite vidéo était très drôle, très plaisante à regarder. Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir voir sur YouTube, si vous tapez Bataille des plaines d'Abraham, reconstitution, eh bien, vous allez avoir un paquet de choses que vous allez pouvoir voir, des reconstitutions des batailles de la plaine d'Abraham. C'est vraiment intéressant. Fait que faites ça. Donc, bien sûr, en classe, vous avez un mini-test à faire. Je vous invite à le faire. Et puis, donc, devoir 2.32 à 2.35. Et puis, prochain cours, n'oubliez pas, on a un gros caout à faire en prévision de l'évaluation qu'on aura à faire, que cette évaluation-là soit en ligne ou pas. OK? Donc, c'est ça. OK? Fait que prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!